Le balado que vous apprêtez à écouter a été réalisé pour souligner le 40e anniversaire de collaboration prolifique entre universitaires et représentantes de groupes de femmes soutenus par le protocole UQAM Relais Femmes. Vous aurez un bref aperçu de ce dispositif unique et qui change le monde. Le protocole UQAM Relais Femmes est le nom donné à une entente institutionnelle établie entre l'organisme Relais Femmes, l'Institut de recherche et d'études féministes IREF et le service aux collectivités de l'UQAM. Depuis 1982, le protocole rend possible la convergence entre les besoins de recherche, de formation, de diffusion formulés par des groupes de femmes du Québec et les intérêts des chercheurs de l'UQAM. Le tout afin de co-construire des projets porteurs de transformation sociale féministe. C'est encore plus ou moins clair? Restez à l'écoute, ça devrait se préciser. Sans le protocole, on n'aurait pas réussi à faire ces recherches-là. C'est ce qui a donné mon métier maintenant. Vous allez vers les validités d'empowerment. Vraiment formée. C'est fun. Je ne serais pas la chercheure que je suis si j'avais pas connu le protocole. Bonjour, je m'appelle Marina Seuve et je suis étudiante au cycle supérieur à l'UQAM en sciences politiques et en études féministes. Je dois avouer qu'avant d'avoir la chance de mettre la main aux célébrations du 40e anniversaire du protocole, j'en connaissais peu sur le service aux collectivités de l'UQAM. Et j'ai découvert là tout un éventail de projets de recherche-action partenariaux appuyés par un service unique en son genre. Aujourd'hui, je vous propose de m'entretenir avec Ève-Marie Lampron, agente de développement responsable du protocole au service aux collectivités, celle que l'on surnomme gentiment la pieuvre des projets partenariaux. Mais écoutons d'abord Jennifer Beeman, d'Action Cancer du sein du Québec, nous partager un souhait. En fait, j'ai plusieurs expériences avec le dit protocole, mais je te dis tout de suite un souhait, qu'il change de nom. Parce que le protocole, ça dit rien. Oui. Et ça annonce les couleurs de ce projet. C'est tellement intéressant, tout ce que ça représente, oui, qu'il faudrait un nom qui transmet tout de suite toute cette richesse. Ouais. Et c'est vraiment... ça veut rien dire pour les personnes. C'est vrai. Alors, c'est ça. Changer le nom d'une entente institutionnelle tripartite, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais faire la lumière sur ce qu'un nom désigne, ça, c'est à notre portée. Je suis en compagnie d'Ève-Marie Lampron pour faire le point. Bonjour Ève-Marie. Bonjour Marina. Peux-tu nous dire en quelques mots en quoi consiste ton travail à titre d'agent de développement au protocole UQAM Relais Femmes et depuis combien de temps tu joues ce rôle? Alors, je suis arrivée au service aux collectivités en 2014, donc il y a presque 10 ans. J'y ai été formée par ma collègue et mentor Lynn Kurtzman, qui est maintenant à la retraite et que j'ai remplacée en 2022 à titre d'agente de développement responsable du protocole. J'ai le privilège d'exercer un magnifique métier dans lequel j'ai un pied à l'université et l'autre dans les milieux de pratique féministes, donc un peu à l'image de mon propre parcours d'études militant et professionnel. Donc, concrètement, le travail d'agent de développement, c'est de soutenir le processus de collaboration entre universitaires et groupes à toutes les étapes du partenariat en tant que créatrice de liens. Donc, on met en lien, on mobilise les universitaires et les groupes de femmes dans une visée commune. En tant qu'intermédiaire, donc on médie, on conjugue les savoirs scientifiques, pratiques et expérientiels. En tant qu'accompagnatrice aussi, dans le sens où on coordonne le comité d'encadrement partenarial de chaque projet. Et en tant que modeste transmettrice, dans le sens où on participe à l'initiation, à la recherche, au travail en équipe, par exemple en intégrant des personnes étudiantes dans les projets. On s'implique aussi dans le transfert et la mobilisation des connaissances avec et auprès des collectivités. Bref, c'est un travail qui s'est inventé, formalisé là, au fil des besoins et de l'expérience au service aux collectivités avec Relais Femmes, où se joue aussi là, ce rôle de liaison entre universitaires et milieux de pratique, avec les groupes féministes et avec l'IREF. Ok, donc si je comprends bien, ce sont les groupes qui te font part de leurs besoins et qui émettent les demandes. C'est comme ça que tous les projets débutent. Tout à fait. Donc, les projets doivent vraiment répondre à des besoins formulés par les groupes. Et ces besoins-là, ils sont nombreux. Donc, heureusement, les chercheurs féministes de l'UQAM, en grande majorité, là, associés à l'IREF, répondent présents. Et pour vous donner une idée, là, sur une base annuelle, il y a une vingtaine de projets qui sont accompagnés dans le cadre du protocole. Ok, donc dans ton rôle, tu accueilles les demandes des groupes et tu assures le maillage avec les professeurs chargés de cours et étudiantes. De ce que je comprends, c'est notamment en raison de ce travail de liaison que l'expérience des collaborations que vivent les groupes de femmes est si appréciée.
En tout cas, c'est ce dont témoigne Mylène Bigawet, coordonnatrice liaison et formation à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, et Magali Pirotte, chercheure indépendante pour une éducation à la sexualité inclusive avec SexEd+. On écoute. Je connais le protocole depuis au moins plus qu'une dizaine d'années. J'ai collaboré sur plusieurs projets. C'est vraiment un service qui transforme complètement l'expérience des groupes dans la recherche partenariale, en assurant la coordination, mais vraiment en s'assurant que nos besoins sont pris en compte, que les données retombent sur le terrain, que tous les partis impliqués travaillent en harmonie dans la même direction. Donc, c'est vraiment toujours un plaisir pour nous de travailler avec les services aux collectivités et de pouvoir compter sur une agente de liaison dans le cadre du protocole UQAM Relais Femmes. Par 3 fois, en fait, j'ai été impliquée dans le protocole. Il y a une fois, c'était sur la justice reproductive, une fois sur les centres de grossesse anti-choix, puis l'autre fois sur l'éducation à la sexualité avec une approche anti-oppressive. Puis à chaque fois, ça a été des expériences complètement différentes, en fait, de travail, de collaboration. Puis il y avait toujours Lynn Kurtzman au milieu de tout ça, ce qui explique, entre autres, pourquoi je suis là pour saluer son travail. Puis, moi, ça m'a apporté énormément, l'organisme auquel je travaillais aussi, parce que sans le protocole, on n'aurait pas réussi à faire ces recherches-là. Et sinon, voilà, moi, ça a débouché sur plein de choses dans ma vie par après, là, les suites d'une recherche. La dernière recherche, en fait, qu'on a menée avec le protocole, c'est ce qui a donné mon métier maintenant. Ève-Marie, de ton point de vue, pourquoi l'expérience du protocole transforme complètement l'expérience des groupes? En fait, j'aimerais comprendre pourquoi Magali nous dit que sans le protocole, l'organisme avec lequel elle travaillait n'aurait pu réussir à faire les recherches auxquelles elle a participé. C'est vraiment une excellente question. J'aurais tendance à proposer 2 pistes. Primo, le service de collectivité puis le protocole mettent à disposition des leviers structurants là, pour le développement puis la concrétisation des projets. Par exemple, des ressources financières pour les réaliser, les diffuser, des lieux, des moments de coordination et de rencontres, sachant qu'un projet implique en moyenne une dizaine de rencontres. Une personne ressource, donc les agents de développement, là, pour réaliser la coordination macro, la médiation des besoins et intérêts de toutes les parties, les groupes comme les universitaires. Deuxième piste, le fait que les projets soient initiés tant en fonction de pertinence scientifique que sociopolitique m'apparaît fondamental. Et j'ai l'impression que ça favorise l'engagement de toutes les parties prenantes, du début à la fin du processus. Et pour un projet partenarial qui dure 1, 2, 3 ans, cette notion-là d'engagement autour d'un même bien commun féministe est vraiment fondamentale. Ok, je vois. Mais n'y a-t-il pas aussi un peu à voir à la manière dont tu joues ton rôle de liaison? Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce rôle auprès des groupes? Parce que ton rôle est central au cœur des projets qui y sont menés. Et cela explique que certaines t'ont associé à une pieuvre pour exprimer la diversité des tâches que tu accomplis. Alors, comme agente de liaison, mes collègues du service aux collectivités, on nous appelle d'ailleurs agents de développement, les collègues de Relais Femmes et moi-même, on joue un rôle de coordination logistique dans l'optique de nous assurer que les suivis soient faits. Bref, que personne ne parte de son bord, entre guillemets, là, pendant des mois et des mois sans donner de nouvelles. Et notre rôle est de veiller à ce que le projet commun se déroule en prenant compte des intérêts et contraintes de toutes les parties. Donc, pour ça, on va convoquer, animer, rédiger les comptes rendus des comités d'encadrement des projets pour assurer la mémoire du partenariat. Le comité d'encadrement, c'est un lieu de prise de décision par consensus et de régulation nécessaire à l'équilibre des rapports de pouvoir. Ensuite, on va être en soutien à toutes les étapes du projet, donc recherche de financement, mobilisation, transfert bidirectionnel, multidirectionnel en fait, là, des connaissances entre groupes et universitaires, relecture des livrables, rapports, outils, incluant dans des dimensions d'accessibilité et d'inclusivité. Et finalement, je dirais qu'il y a une composante de care dans notre métier, au sens où on fait de la médiation ou de la prévention avant, pendant et après les rencontres pour que tant les groupes que les chercheurs trouvent leur compte dans les projets. Et bref, j'imagine que c'est de là que l'image de la pieuvre émerge. Alors, on vient de voir que la pratique d'agente du protocole UQAM Relais Femmes change l'expérience des groupes. Mais elle influence aussi la trajectoire des universitaires, comme celle des étudiantes.
On écoute le témoignage de Judith Vernus, récente diplômée de la maîtrise en droit, et de Sofiane Morancy, candidate au doctorat en sociologie et membre de l'IREF, qui ont toutes les deux participé aux travaux du collectif de recherche Justice pour les femmes victimes de violences. Je pense moi j'ai beaucoup appris sur le fait de travailler avec des organismes communautaires, puis c'était vraiment enrichissant d'avoir les comités d'encadrement, de pouvoir apprendre, Eve-Marie le citait souvent là, mais l'intelligence collective ça fait beaucoup, puis on s'en rend vraiment compte dans ce genre de projet-là. C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais il faut une bonne coordination là, pour arriver à coordonner toutes ces parties qui n'ont pas les mêmes temporalités, qui n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Mais c'est intéressant de voir comment ça arrive à tous goupiller finalement. Puis, en tant qu'étudiante, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé avoir ce côté-là de la recherche plus lié au terrain aussi. Oui, mais c'est bien plus concret. Là, souvent, à l'université, c'est ça, c'est comme on voit de la théorie, etc., mais là, on amène vraiment ça sur le plancher des vaches, là. Fait que de voir comment que ça se concrétise mettons, juste faire des entrevues, faire le grille d'entretien, après transcrire ça. Fait que on était vraiment de A à Z dans la recherche, puis après, de voir comment on transforme ça en recommandation, par exemple. Fait que c'est vraiment plus concret, là. Puis c'est ça, comme je disais, la recherche partenariale, travailler avec des groupes communautaires, on sent un peu qu'est-ce qu'on amène aussi, là. Tu sais, des fois, tu sens dans ta grande tour, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Mais là, on voit que c'est vraiment après des recherches qui peuvent être réutilisées pour se mobiliser, puis faire du militantisme, etc. Fait que pour ça, c'est le fun. Oui, moi, je me retrouve dans ce que disent Judith et Sofiane. En tant qu'étudiante, j'ai construit et élargi mon réseau féministe en travaillant avec toi, Eve-Marie. Et tout d'un coup, des portes se sont ouvertes, j'ai eu accès au monde au-delà des lectures. Et j'ai beaucoup appris sur les réalités des groupes et sur d'autres possibilités de faire de la recherche. C'est très, très précieux ce que vous dites parce que les étudiantes, vous êtes la relève en recherche partenariale. Donc, ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a plusieurs anciennes étudiantes qui sont passées par des projets du protocole, qui sont actuellement soit professeurs associés, chargés de cours, chercheurs indépendantes, qui travaillent dans des groupes de femmes ou qui ont même eu des postes de professeurs permanentes. Là. Je pense notamment à Mélissa Blais, qui est professeure à l'UQO, professeure associée à l'IREF, à Mélusine Dumerchat, qui est à la fois doctorante en sociologie. Et je pense aussi à Isabelle Courcy, là, qui est professeure au département de sociologie à l'Université de Montréal et également professeure associée à l'UQAM. On écoute Isabelle. Mais ça m'a formée. Fait que je serais pas la professeure je serais pas la chercheure que je suis si j'avais pas connu le protocole. Ouais, c'est ça. Fait que même si je fais pas de la recherche au protocole, j'espère en insuffler des principes dans mes autres groupes de recherche. L'incarner un peu, là, ce que même si parfois je me retrouve dans des sphères où est-ce que c'est moins possible, où est-ce que des fois les rapports de force sont plus figés, il y a toujours des voies où est-ce qu'on peut faire des choses. C'est un peu ce que j'ai appris au protocole. Quant à elle, Catherine Bourassa-Dansereau, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM et membre de l'IREF, témoigne de l'impact du protocole sur son parcours comme chercheur. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup au niveau des outils méthodologiques, des outils théoriques aussi pour penser cette recherche-là partenariale, la recherche collaborative. Ça m'a apporté beaucoup au niveau des réseaux aussi, que ça m'a permis de développer avec différents groupes de femmes ici au Québec. Puis ça m'a vraiment apporté aussi une collectivité de recherche à travers le protocole. Donc, les agentes de recherche, mais aussi d'autres professeurs qui s'intéressent à ces méthodologies-là, qui y croient, qui nous permettent d'avancer. Donc voilà. Avec ces deux témoignages, on entend bien l'impact du protocole sur la relève universitaire et le rayonnement qui s'ensuit, considérant que Catherine est à la codirection de l'OFDIG, l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, dont un des axes du programme est la recherche partenariale. Eve-Marie, il me semble qu'il n'y a pas qu'à l'UQAM où l'on fait de la recherche avec les groupes de femmes. En effet, Marina, puis heureusement d'ailleurs. Là. Par contre, ce qui est propre
à l'UQAM et cette alliance formelle, donc le protocole avec les REF et Relais Femmes dans le cadre d'un service, le service aux collectivités qui est dédié à cette rencontre-là et les moyens qui sont associés là, pour les personnes qui ont envie de transiter par le protocole pour leur partenariat. Mais outre le fait de mener des projets initiés à la demande des groupes de femmes et avec eux, que peux-tu nous dire plus spécifiquement sur les façons de faire qui soient féministes? Je pourrais parler longtemps là-dessus, mais peut-être rapidement dire que dans une perspective féministe, le protocole UQAM Relais Femmes, évidemment, le défend la valorisation de la parole, des savoirs et des expériences des personnes s'identifiant comme femmes dans toute leur pluralité, évidemment. Là. Que ces personnes-là soient des universitaires ou des praticiennes féministes, évidemment. Là. On vise à créer, à maintenir un statut de sujet à sujet et non pas de sujet à objet là, entre les professeurs et les praticiennes, duquel découle une panoplie, là, une modalité pour recueillir, nommer les savoirs tacites des praticiennes et les conjuguer aux savoirs académiques des professeurs et évidemment médier les rapports de pouvoir. Et bien évidemment, les partenaires principaux du protocole sont profondément ancrés là, dans les théories et pratiques féministes, notamment Relais Femmes, là, fondé en 1980, là, qui regroupe plus d'une centaine d'organismes. Et les REF, évidemment, le premier institut universitaire francophone consacré aux études féministes actives depuis 1990. Sans parler évidemment des groupes avec qui, les nombreux groupes de femmes avec qui on travaille. Donc, tout ça crée une certaine convergence de vues. On écoute maintenant 2 témoignages sur les dimensions concrètes de la recherche partenariale au protocole et le contexte d'interdépendance entre les partenaires. Le premier témoignage est celui de Jennifer Beeman de l'organisme Action Cancer du Sein du Québec et le second est celui de Rachel Cox, professeure au département des sciences juridiques à l'UQAM et avocate de formation. C'est tellement riche la manière de soutenir à la fois les pratiques féministes et la théorie féministe, mais avec une présomption que les groupes font autant de théories et de développement des théories féministes que ils ont les autant chercheurs. De savoir autant que les de savoir théoriciens. et du savoir théorique de tous les niveaux. Donc, je sais que la littérature qu'on produit, très souvent, c'est dit la littérature grise, etc. Mais bon, mais c'est d'une richesse absolument extraordinaire. Donc, et c'est un modèle tellement intéressant que toutes les universités devraient avoir un tel protocole. On est d'accord. Mais Relais Femmes, c'est aussi très original, unique aussi comme organisme. Donc, c'est vraiment un organisme en mesure de tenir un partenariat avec les universitaires égal à égal aussi. C'est sûr que moi, j'enseigne la loi sur la santé et la sécurité du travail. Puis, je connaissais en quelque sorte le point de chute naturel, si tu veux, dans l'architecture du droit du travail. Par ailleurs, j'étais moins ferrée sur les adaptations nécessaires vu les particularités de la violence conjugale, vu que la personne auteur de violence était connue de la victime, puis qu'il fallait mettre des garde-fous là, pour que ça soit une démarche d'empowerment des travailleuses et non pas une situation où elles allaient perdre de nouveau le contrôle. Ouais. On avait vraiment des brainstorms où je disais comment qu'on adapte ça au télétravail, là, je sais pas quoi dire. Puis là, les femmes m'expliquaient, tu sais. Ah oui, c'est ça. Fait que vous étiez vraiment dans un échange à même niveau, là. Toi, tu avais ta connaissance comme tu dis, des normes du travail, mais eux autres, elles connaissaient comment ça se présentait au quotidien, c'est ça. Qu'est-ce que l'employeur pouvait faire ou devait pas faire. Avec des exemples concrets, on est allé rencontrer au cabinet du ministre avec une feuille. Sur un côté, c'était les exemples d'actions positives des employeurs. Et sur l'endos, c'est des actions négatives. Fait que chaque fois que j'ai parlé aux médias, j'avais cette feuille-là à la main. Donc là, Marina, on a vraiment un bel exemple là, où l'expertise s'est construite par la mutualisation des forces et des connaissances des groupes comme des universitaires. Et ce type de projet-là va vraiment à l'encontre d'une conception plus traditionnelle de la recherche où l'expertise appartient à l'institution universitaire. Et c'est aussi un bel exemple d'une collaboration qui change les rapports entre universitaires et groupes et où les savoirs et les réseaux de chacune des parties sont valorisés et mis de l'avant.
le tout au bénéfice d'un projet commun. Oui, c'est vraiment très intéressant. Je laisse le dernier mot sur le sujet de l'interdépendance et de la mutualisation des forces à Ama Marie-Année de l'organisme Action Cancer du Sein du Québec. On écoute. Pour nous qui travaillons sur le terrain, c'est très important de voir que tout ce que nous rencontrons, les besoins des femmes que nous rencontrons, nos analyses, en fait, font écho à des personnes, à des universitaires qui nous poussent. On travaille tous ensemble à changer les choses, à aller vers l'égalité. On vient d'entendre des universitaires et des représentantes de groupes de femmes témoigner de leur expérience avec le protocole, mais n'oublions pas que les projets qui sont développés changent le monde par leurs retombées concrètes. La réalisation d'études partenariales est un levier essentiel pour orienter les multiples politiques, stratégies, plans d'action et programmes et pour soutenir l'action des groupes féministes. Dans les prochains extraits, Anne Saint-Cerny, retraitée de Relais Femmes, nous parle d'un projet qui a permis de sonner l'alarme sur les risques de toxicité des produits nettoyants et l'infertilité. On écoute. Mais mon premier rapport avec le protocole, c'est quand je travaillais à la Fédération du Québec pour le planning naissance. Et on avait fait toute une recherche sur l'infertilité, les causes de l'infertilité. Et on avait été en contact avec Karen Messing et on a travaillé un document, un livre qui s'adressait particulièrement aux personnes qui travaillaient dans les services de nettoyage, parce que c'était le lieu principal de produits qui ont un impact. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler avec le protocole, comme groupement, comme féministe qui était intéressée à poursuivre cette réflexion sur les impacts de la fertilité et des produits nettoyants sur l'infertilité. Écoutons maintenant Magali Pirotte, chercheure indépendante sur les outils pour une éducation à la sexualité inclusive. Magali Pirotte a créé SexEd+, le premier organisme à créer des outils pédagogiques moulés sur humains qui présentent le vaste spectre des génitalités et qui contribuent à changer les pratiques pédagogiques en matière de sexualité. Et tu innores totalement dans ce domaine-là. Absolument. Et c'est grâce à la recherche. C'est à chaque fois que les gens me demandent, mais ça vient d'où? C'est ça. Je suis comme ça vient d'une recherche académique et du clitoris en 3D. C'est comme les deux moments déclencheurs en fait qui se sont combinés pour montrer en fait la puissance des outils pédagogiques pour changer les discours autour de la sexualité puis de la pratique pédagogique. Et en même temps avec toute une approche, une analyse anti-oppressive, intersectionnelle en arrière. Donc en fait, comment combiner la force des outils avec des analyses théoriques. Écoutons un dernier exemple de changement social auquel le protocole a pris part. Rachel Cox nous raconte comment sa collaboration avec des groupes de la Côte-Nord, plus particulièrement le Centre Femmes aux 4 Vents, la Maison des femmes de Bécomo et le CAVAC Côte-Nord, a permis de changer la loi sur la santé et la sécurité du travail. Moi, c'est Rachel Cox, je suis professeure au département des sciences juridiques, donc avocate de formation. Pour mon expérience avec le protocole, le SAC est venu me chercher avec un projet partenarial suite à une demande de groupe de femmes sur la Côte-Nord. Il est venu me chercher en disant « Rachel, peux-tu faire ça? » Puis là, j'ai dit « Non, je peux pas, il faut attendre 6 mois. » Puis les groupes ont dit « Correct, on va attendre. » Ça m'a surpris. Ensuite, la demande, c'était pour que les employeurs, tous les employeurs, aient une politique sur la violence conjugale. Peut-être dans la loi sur les normes. Alors là, j'ai dit, on vient de faire modifier la loi sur les normes. La famille n'est pas bon. Par contre, on est en train d'ouvrir la loi sur la santé et sécurité du travail. On va s'essayer. Fait que, pour faire une histoire courte, on a réussi avec notre partenariat, franchement, hyper dynamique, à faire modifier la loi. En écoutant les témoignages précédents, qui ne sont que quelques exemples parmi tant de projets fondamentaux, je m'interroge sur les recherches en cours au protocole. Y a-t-il des thématiques particulières qui occupent les groupes de femmes et qui orientent particulièrement les travaux menés au sein du protocole en ce moment? Beaucoup de projets. Je dirais d'abord que
Tout ce qui est intégration de l'imbrication des oppressions vécues par les femmes là, dans les analyses et pratiques là, des mouvements féministes au Québec, c'est vraiment en constante évolution. Là. Puis depuis plusieurs années, le protocole UQAM Relais Femmes là, chemine avec les femmes et groupes marginalisés, là, que ce soit par exemple via le choix de méthodologies là, qui décentrent le regard de l'expérience des femmes des groupes majoritaires. On va prioriser des projets sur, par, pour ou avec des groupes de femmes à la croisée des oppressions. On va suivre aussi là, de près là, le déploiement des savoirs et pratiques intersectionnels dans les mouvements féministes au Québec. Donc, dans ce cadre-là, sans surprise, la quasi-totalité des projets que j'accompagne actuellement là, rend réellement compte là, de l'entrelacement du sexisme, du patriarcat avec d'autres systèmes d'oppression, comme le racisme, le colonialisme, le classisme, l'hétérocis-sexisme, le capacitisme ou l'agisme, et j'en passe évidemment. Là. Donc, il y a vraiment plusieurs projets là, qui se sont soit concrétisés ou qui sont en cours ou qui vont prochainement se concrétiser, là, qui visent à nous outiller collectivement là, pour poursuivre en solidarité avec les femmes aux marges et leurs alliés là, les luttes nécessaires. Et j'en profite pour vous suggérer de surveiller les réseaux sociaux du service collectivité et notre site web parce que dans les prochains mois et années, il y a un certain nombre de projets de ce type-là qui vont trouver leur conclusion. Je pense par exemple à des projets portant sur la question de la santé des femmes noires, qu'il s'agisse de la santé sexuelle et reproductive ou de cancer du sein, et dans lesquels l'interaction racisme, sexisme, capitalisme notamment ressort beaucoup. Des projets qui, nous l'espérons, contribueront à faire changer les choses. Merci Eve-Marie d'avoir accepté cette interview. Le balado touche à sa fin. J'ai beaucoup appris. Le protocole et les alliances féministes qui s'y créent sont inspirantes et on ne peut qu'espérer qu'elles continuent à prospérer car l'égalité n'est pas acquise et le travail qu'il reste à entreprendre est monumental. Pour en savoir plus, je vous encourage vivement à lire les articles du premier numéro de la revue de l'IREF auquel ce balado est associé. Je ne peux terminer sans remercier chaleureusement toutes les participantes au Vox Pop, dans l'ordre d'apparition, Jennifer Beeman, Mylène Bigawet, Magali Pirotte, Isabelle Courcy, Catherine Bourassa-Dansereau, Judith Vernus, Sofiane Morancy, Rachel Cox, Ama Maria Hané et Anne Sancerny. Merci aussi au Réseau québécois en études féministes d'avoir soutenu ce projet de balado. Merci également à Max Soar à la création musicale et au montage et à l'équipe de Choc. Je remercie chaleureusement Julie Raby, co-réalisatrice du podcast avec moi, ainsi que Bronia Ilgen et tout le comité organisateur des célébrations du 40e anniversaire du protocole, Mylène Bigawet, Sophie Gilbert, Julie Raby et Ama Maria Hané, également membres du comité conjoint du protocole UQAM Relais Femmes. Enfin, un grand merci à tous de nous avoir écoutés.